Bonjour, bienvenue à la ferme du Bec et Loin. Notre petite ferme bio de Normandie. Alors tu vois, là je fais une botte de carottes, je fais quelques paniers de légumes de saison dans le village que je peux livrer à vélo, donc c'est hyper facile. On est en train de planter les pommes de terre, là c'est une délicieuse variété qui s'appelle la rate. On en fait plus que prévu parce qu'on se dit il y aura peut-être des pénuries alimentaires, on n'en sait rien, mais on préfère anticiper. Pendant ce temps-là, Charles, Perrine et leur fille sont confinés dans leur ferme biologique et expérimentale au Bec et Loin. Ici, depuis 2004, ces paysans défendent une agriculture basée sur des méthodes ancestrales combinées à des techniques plus modernes comme la permaculture. En ce moment, notre ferme produit magnifiquement et sans pétrole, sans intrants, etc. C'est vraiment cette agriculture bio-inspirée, cette écoculture est vraiment un modèle d'agriculture résiliente. Et si on veut sécuriser l'alimentation de l'humanité demain, eh bien, il faut absolument changer de modèle agricole. Ils font donc ici ce qu'ils appellent de l'agriculture résiliente, une agriculture capable, selon eux, d'affronter différentes crises telles que le changement climatique, les pénuries d'eau, de pétrole ou d'électricité. On a planté, je sais pas, mais peut-être 5000 arbres fruitiers au total sur l'ensemble de la ferme. Après, c'est une histoire de patience. Il faut 7, 8, 10 ans pour qu'un arbre fruitier soit vraiment en production. Donc la résilience, pour qu'un lieu devienne résilient, ça se fait pas en claquant des doigts. Je crois qu'il faut 10, 15, 20 ans de travail intense, d'investissement pour qu'une ferme conquiert une véritable résilience. Et si on voulait rendre notre société tout entière résiliente, c'est l'effort d'une génération. Il y a une dimension poétique et esthétique dans cette écoculture. Mais c'est pas qu'un projet baba cool, pas du tout. C'est un projet qui est ultra efficace en termes de productivité. Et la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'on arrive à augmenter très rapidement la fertilité des sols, tout en produisant bien plus que les formes de maraîchage qui font appel à des engins motorisés. Parce que le fait de faire tout à la main permet de produire vraiment beaucoup. Tiens, voilà un petit exemple, là. On a des pois à rames qui grimpent, donc qui vont atteindre 2 mètres de haut. On a des pommes de terre qui vont nous faire des petites pommes de terre primaires. Et puis on a des petites salades mignonnes et même des fleurs qui repoussent de l'année dernière parce que il y a pas mal de fleurs dans la serre pour attirer la biodiversité. Alors, on n'allait pas croire que notre démarche c'est un retour au passé. C'est pas la ferme de grand-papa, même si ça a un peu la poésie des charmes de mon enfance. En fait, ce qu'on fait, c'est une démarche qui est très ouverte. On s'inspire beaucoup de l'agriculture pré-industrielle. Parce que la société rurale d'autrefois était beaucoup plus résiliente qu'on ne l'est aujourd'hui. Notre société mondialisée dépend tellement de flux constants d'énergie, de matière, de vivres, etc., de pièces détachées. Cette crise du coronavirus le montre bien. Donc on n'est plus du tout résilient. Autrefois, on faisait un peu de tout, partout, localement. Donc on cherche les solutions utilisées dans l'agriculture pré-industrielle. Et on cherche aussi des solutions dans notre époque contemporaine. Et tout ça pour imaginer le monde d'après, le monde de demain, une agriculture post-pétrole. Et donc on puise un peu le meilleur des traditions et le meilleur de la modernité. Le modèle que nous on porte, il s'inspire de la nature. Et on voit bien que dans les écosystèmes naturels, plus le milieu est diversifié, plus il est résilient. Ce paysage résilient, ce paysage comestible, comme on dit en permaculture, on l'a vraiment construit de toutes pièces. C'était juste un pré ici, avec du très mauvais sol, un sol caillouteux et impropre au maraîchage. Le maraîchage a besoin d'une terre très riche. Et cette terre, on l'a vraiment créée. On voit là les buttes, toutes ces profondeurs de sol. C'est le résultat d'apports de matière organique, de paillage, de compost, répété pendant 10, 12, 15 ans. On est en train d'installer une structure en noisetier pour pouvoir palisser les pois et les haricots à rames. C'est-à-dire les faire grimper sur des filets. Parce que ce sont des plantes qui montent à peu près 2 mètres. Donc on fait une structure comme ça. On a été couper des perches de noisetier dans nos bois hier. Et on essaie de faire tout avec les ressources biologiques.
c'est-à-dire les ressources vivantes de notre petit coin. Et donc on a en abondance du saule autour de nous, enfin du saule osier, de l'osier. Et puis ces perches de noisetier qui sont bien droites. Alors c'est un peu de boulot, mais ça reste en place plusieurs années. C'est joli et ça fait un jardin qui est à la fois naturel et fonctionnel. Cette question de la résilience, on y travaille intensément depuis des années et on est très loin d'arriver à un niveau satisfaisant. Et l'année dernière, quand les arbres mouraient à cause de cette canicule extrême au mois de juillet, j'ai vraiment compris qu'on ne peut pas être résilient tout seul. Il faudrait que ça vienne des territoires résilients. Si la ferme est vraiment un peu plus autonome et résiliente que son environnement, on tiendra quelques jours de plus ou quelques semaines de plus, mais après on sera laminé comme les autres en cas de crise. Donc c'est ensemble qu'on doit penser la résilience. C'est en communauté, c'est une réflexion par territoire, par biorégion, c'est à l'échelle d'un continent même. Sans ça, on n'y arrivera pas.